bien sûr. Ah, non. Ah, c'est bon. On a monsieur le directeur. On a tout le monde. Je crois qu'on a tous les collègues aussi. Pardon, j'ai fait tomber les papiers, ce qui est un peu plus compliqué pour la chose. Alors, hop. Bon, on peut faire. C'est parti. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le directeur général, cher Jérémy. Je crois qu'on a de plus ou moins, plus que moi, connectés d'abord. On peut m'excuser pour le léger petit retard, mais il y avait d'autres impératifs et auditions. Alors, c'est un plaisir, bien évidemment, de vous recevoir, monsieur le directeur général d'Expertise France, puisque dans ce texte, il y a bien évidemment la consécration d'une des conclusions du CICID et des évolutions stratégiques fortes de la politique de partenariat et de solidarité internationale de la France avec l'intégration du groupe d'Expertise France au sein du groupe AFD, qui est lui-même, ce groupe Expertise France, déjà la conséquence, en tout cas la résultante d'une restructuration de l'écosystème d'Expertise française, l'objectif étant bien évidemment de faire mieux, de faire plus, de voir plus grand, et donc cette intégration au sein du dispositif, au sein du groupe AFD est une étape majeure qui est consacrée dans la loi à l'article 8 et qui bien évidemment va, j'imagine, occuper la majeure partie de cette audition. Donc merci de vous être rendu disponible, d'être parmi nous pour répondre à toutes ces questions. Vous imaginez, bien évidemment pour les parlementaires, cette question de l'intégration, notamment pour les sénateurs qui ont été à l'initiative de la création d'Expertise France, c'est un enjeu qui est majeur. Et donc, on aura à la fois, en tout cas en tant que rapporteur, j'aurai des questions à la fois précises. Alors, je précise que cette vidéo est enregistrée pour que les parlementaires puissent la réécouter. Elle ne sera pas diffusée si vous ne souhaitez pas qu'elle soit diffusée. Donc, on se parle en toute franchise, mais on l'enregistre puisqu'on ne peut pas malheureusement être en configuration normale avec le Covid. On est obligé de l'enregistrer, mais à vocation simplement d'abord interne. Et si vous le souhaitez, je vous demanderai votre avis après pour être mise sur ma chaîne YouTube, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà. Donc on se parle pour faire en sorte qu'on comprenne mieux les évolutions. Où est-ce que vous voulez emmener votre groupe, en tout cas Expertise France. Donc d'abord peut-être votre regard sur le sujet plutôt d'un aspect macro et donc sur les évolutions, l'intégration Expertise France, qu'est-ce que ça veut dire, et puis votre regard sur le texte de loi, sur les éléments qu'il y a dedans, est-ce qu'il manque des choses, est-ce qu'il y a des outils législatifs qui seraient nécessaires pour vous pour mener à bien votre mission, et puis de manière plus globale, le cadre de l'expertise en France, et peut-être la comparaison avec d'autres partenaires, notamment on parle souvent de GIZ, des Allemands qui sont réputés meilleurs, même si, ou alors la JICA, les Japonais. Donc, comment vous voyez aussi votre positionnement par rapport à eux. Voilà, je vous laisse peut-être faire d'abord une présentation plus globale et ensuite j'aurai une série de questions plus précises. Et j'imagine que mes collègues aussi, je pense notamment à un Bérangère Politique qui siège au conseil d'administration de l'AFD et également aussi à Expertise France, si je ne m'abuse, qui est présente et qui pourra prendre aussi intervenir pour la parole si évidemment elle le souhaite et quand elle le souhaite. Merci beaucoup Jérémy, et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup, cher Hervé, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés.
Bonjour à tous. Peut-être tout d'abord, avant de commencer, un petit mot au nom de toute l'agence de condoléances pour saluer la mémoire de Marielle de Sarnez qui avait fait beaucoup pour l'agence, et c'est d'ailleurs en sa présence que la dernière audition à laquelle j'ai participé s'était tenue, et évidemment nous la regretterons beaucoup. Je suis très heureux d'être auditionné aujourd'hui dans le cadre de ce projet de loi qui est très attendu, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, évidemment, beaucoup de choses à dire. Je focaliserai mes propos sur 3 points directement en lien avec le projet de loi. D'abord, je pense replacer ce projet de loi et globalement la politique menée en matière d'aide publique au développement euh, dans une vraie place de rupture par rapport à ce qui se pratiquait depuis de nombreuses années sur le champ de la coopération technique internationale, et ça c'est vraiment important de le souligner. Dire aussi peut-être un mot du nouveau visage de cette coopération internationale qui s'intègre parfaitement dans les objectifs et dans le cadre stratégique défini par ce projet de loi. Et puis, troisième point, bien sûr, pour vous dire que Expertise France, une fois intégrée dans le cadre de la loi au groupe AFD, sera au rendez-vous de ces objectifs. Le projet de loi présenté par le gouvernement, que vous allez bientôt discuter, il s'inscrit de fait dans une rupture historique sur les sujets de coopération technique, puisqu'ils sont remis d'une certaine manière au cœur de la politique de développement international, après, à vrai dire, des années de réduction des moyens de cette politique. Hein. Pour faire un petit rappel historique, et c'est important dans le cadre d'une loi de programmation, la France a historiquement mobilisé beaucoup de ce qu'on appelait les coopérants, plusieurs milliers à travers le monde jusqu'aux années 70. Et à vrai dire, fin des années 70, début des années 80, la coopération technique représentait encore 35 à 40% de l'effort de tous les États de l'OCDE et presque 70% de l'effort d'APD de la France. Chiffre qui aujourd'hui est tombé à 15% dans l'effort d'APD en général, mais qui masque en fait cet agrégat, masque en fait une partie de la réalité, parce qu'en termes humains, il n'y a plus tant que ça d'experts techniques aujourd'hui, à peu près 150 gérés par Expertise France, et donc des moyens assez limité par rapport aux enjeux d'influence et de priorité de développement poussés par la France. Ce qui est important à noter, c'est que bon, d'abord, c'est une situation qui contraste avec celle des autres pays. Vous mentionniez, monsieur le député, en introduction, le cas de la GIZ, de nos amis allemands, qui mobilise à peu près 15 000 experts techniques à travers le monde. Donc, c'est évidemment une autre échelle. On peut penser aux Japonais aussi et leurs 11 000 assistants techniques dans le monde, et bien d'autres pays encore qui ont mis l'aspect accompagnement technique et humain en avant dans leurs relations avec les autres pays, ce qui parfois peut placer la France dans des situations difficiles en termes d'influence vis-à-vis de nos partenaires ou de nos concurrents sur certains pays ou continents. Il y a eu 2 changements, 2 dates clés qui marquent une vraie rupture. Les 2 dates clés, c'est 2014 et 2021. 2014 parce que c'est la précédente loi sur l'aide publique au développement qui a créé Expertise France, vous le rappeliez, monsieur le député, à l'initiative des sénateurs et avec le soutien de l'Assemblée nationale en seconde lecture, qui avait poussé le gouvernement à aller dans le sens d'une rationalisation des moyens d'expertise technique qui était dans les tuyaux
des années et une quantité astronomique de rapports, mais qui n'avaient jamais pu voir le jour. Et donc, ça s'est structuré avec la création d'Expertise France, à qui un certain nombre de moyens avaient été confiés à l'origine sur la gestion des experts techniques internationaux, l'initiative 5% en matière de santé, des crédits d'intervention, et puis surtout une forte mobilisation de ressources européennes depuis sa création en 2015, qui a aujourd'hui fait que Expertise France est devenu un acteur clé en France, mais aussi en Europe, sur les sujets de coopération internationale et de développement, avec un certain nombre de difficultés aussi de croissance à l'origine, mais je pense qu'on peut dire qu'une grande partie est aujourd'hui derrière nous. Et j'avais eu l'occasion, devant la Commission des Affaires étrangères l'an passé, de présenter cette histoire dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens d'Expertise France. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur symbole de cette solidité de l'opérateur, on peut le trouver à travers la crise que nous venons de traverser, puisque malgré l'arrêt quasi total des déplacements internationaux, malgré les difficultés à mobiliser de l'expertise technique court terme, hein, évidemment dans nos pays d'intervention, eh bien l'agence a continué, les projets ont continué, le chiffre d'affaires n'a baissé que de 11% par rapport à 2019, l'équilibre financier a été maintenu, et Expertise France a répondu présent pour appuyer nos pays partenaires sur leurs demandes les plus pressantes liées à la crise sanitaire, que ce soit sur les aspects santé liés au Covid ou les aspects économiques. Et je passe sur toutes les autres crises que nous avons traversées l'an passé, la destruction de nos locaux au Liban, etc. Et bien sûr, pour terminer cette structuration d'Expertise France, l'intégration de l'opérateur de la justice coopération internationale depuis le 31 décembre dernier, qui s'est traduit par d'abord dans des conditions extrêmement confiantes, de grande confiance de la part du ministère de la Justice, et qui renforce le rôle interministériel d'Expertise France. Et dans ce cadre-là, ce projet de loi arrive à point nommé, puisque en parallèle, le président de la République a réuni en décembre dernier le premier conseil présidentiel pour le développement, auquel j'ai eu l'honneur de participer avec les ministres chargés de cette politique et le directeur général de l'AFD. Eh bien, l'un des sujets discutés lors de ce conseil présidentiel du développement, c'est celui du réarmement de la coopération technique, et justement du fait d'inverser cette tendance inscrite depuis 40 ans de baisse des moyens humains sur la coopération technique. Et donc, cet engagement-là a été pris, et évidemment, ça sera un des sujets, je pense, qui fera l'objet de discussions dans votre Assemblée et au Sénat lorsque ce projet de loi sera discuté. Nous sommes en train d'élaborer des propositions avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, un renforcement du nombre d'experts techniques internationaux français aujourd'hui déployés dans le monde, plus d'ETI gérés par Expertise France, des ETI mieux intégrés au dispositif français de diplomatie et de développement, et mieux intégrés à l'équipe France, et bien sûr une mobilisation de l'expertise publique qui sera également renforcée en parallèle pour trouver de nouveaux volontaires, et mobiliser aussi de l'expertise à distance, parce qu'on l'a fait pendant la crise Covid, ça a très bien marché, et c'est sans doute un des sujets d'avenir. Et puis, pour prendre un dernier thème discuté lors du Conseil présidentiel pour le développement, et qui était dans votre rapport, monsieur le député, l'idée, c'est aussi de déployer un dispositif de coopération technique orienté vers la jeunesse et les diasporas, avec l'initiative Talents en commun que nous présenterons prochainement avec la ministre Elisabeth Moreno. Donc, beaucoup de
beaucoup de sujets qui rejoignent directement les priorités définies dans le cadre du projet de loi dont vous allez bientôt discuter. Donc, on s'intègre, nous, parfaitement dans ce partenariat global, tant sur le plan géographique que sur le plan thématique, hein. Géographiquement, parce que l'Afrique est et reste au cœur de l'agence. Sur les 350 millions d'euros de nouveaux contrats que nous avons signés en 2020, 75% concernent le continent africain. Donc, on conserve bien une très très forte priorité sur l'Afrique du côté d'Expertise France, avec un focus particulier sur le traitement des fragilités, notamment au Sahel. On a notamment approuvé récemment un certain nombre de programmes sur les aspects renforcement de l'État dans les pays du Sahel, sur les aspects services publics de base, sécurité. Et nous mobilisons aussi pour renforcer la mobilisation des ressources intérieures dans un certain nombre de pays africains. Donc le continent africain reste au cœur de nos problématiques et nous sommes évidemment tout à fait en lien avec les autres problématiques majeures dégagées par le cadre de partenariat global, que ce soit sur la santé, l'éducation, le genre, bien entendu, puisque l'égalité femmes-hommes est un domaine dans lequel la coopération technique est évidemment nécessaire et clé, et les sujets de gouvernance en général. Ce projet de loi, c'est aussi l'occasion de rationaliser le dispositif de coopération, vous le disiez, en intégrant Expertise France au sein du groupe AFD, tout en maintenant ses spécificités et son lien particulier avec l'État. Nous en avions déjà parlé l'an passé, et c'est un point sur lequel, évidemment, nous sommes très, très vigilants. Le processus d'intégration à l'AFD, il a été largement anticipé, hein. La décision politique avait été prise en juin 2018, lors du CICID de 2018, donc ça commence à remonter un peu. Et donc, comme le travail avait commencé dès 2018, nous avons déjà largement anticipé la préparation des synergies, que ce soit sur le plan des fonctions des deux maisons ou sur le plan des opérations et de la constitution d'une offre groupe qui pour moi est au fond l'élément essentiel, et c'est pour ça que 2021 pour moi ce sera vraiment la deuxième année de rupture sur ce sujet historique, parce que nous allons créer un acteur du développement public qui aura les moyens de financer des États, des collectivités locales, du secteur privé bien évidemment, et d'associer à ces financements un volet d'assistance technique et de mobilisation de l'expertise, ce qui en fait une offre évidemment extrêmement forte et complète, proche de celle que mobilisent nos amis japonais. Unique en Europe, l'Europe connaît beaucoup d'agences de coopération technique, quasiment tous les pays européens en ont une, un peu moins de banques de financement, c'est plus rare. Et lorsqu'il y en a, les deux sont généralement séparés. Le cas sans doute le plus topique est celui de l'Allemagne. Vous avez une agence de coopération technique très importante, la GIZ, une banque de financement avec le volet, le bras armé développement de la KfW très important, les deux ayant à peu près autant de ressources budgétaires de la part du budget allemand, à peu près 2,5 milliards d'euros de chaque côté, et avec une répartition qui fait que sur le terrain, en fait, les deux institutions ne travaillent quasiment jamais ensemble. Et le souhait qu'a fait la France, il est différent, il est celui de faire en sorte que les deux acteurs travaillent plus et mieux ensemble. Et c'est vraiment dans ce sens que nous avons œuvré depuis plusieurs années maintenant. Et c'est évidemment tout le sens qu'on doit donner à l'intégration prévue et que l'on espère qu'il se réalisera vite dans la loi. Après, il faut que cette loi, elle soit aussi la garante
du maintien de la spécificité d'Expertise France sous ses différents volets, sur le volet, bien sûr, mission de service public. Expertise France, c'est très important de le rappeler. Le fait de conserver aussi des liens privilégiés avec l'État, ça se traduit dans le schéma de gouvernance qui est proposé, puisqu'il y aura une gouvernance particulière avec autant d'administrateurs de l'État que de l'AFD. Une place de la représentation nationale aussi, même si je sais, vous l'aviez mentionné lors de mon audition l'an passé, que vous souhaitiez probablement encore la renforcer. Et puis notre ambition, c'est aussi de faire en sorte que, une fois cette intégration réalisée, nous jouions pour le compte du groupe AFD un rôle de plateforme de mobilisation de l'expertise publique, ce qui suppose de garder un lien très privilégié avec les ministères comme on l'exerce aujourd'hui. Dans ce cadre-là, évidemment, nous sommes très favorables à ce que ce texte de loi puisse être discuté le plus rapidement possible. Il est sans doute perfectible sur quelques points. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur la manière dont on pouvait, sans doute le compléter. J'ai un petit point d'interrogation, moi, en ce qui concerne l'article 8 de la loi sur la gouvernance de la future agence, parce que le texte tel qu'il est proposé aujourd'hui mentionne l'existence d'un président du conseil d'administration nommé par décret, ce qui correspond à la disposition de la SAS qui reconnaît l'existence d'un président de la SAS. Je mets juste en garde sur le fait qu'il est certainement nécessaire de conserver le dispositif de 2014 qui mentionnait l'existence d'un président du conseil d'administration et d'un directeur général chargé de doter des pouvoirs exécutoires sur l'agence, pour éviter de retomber dans le fait d'avoir deux personnes ayant une capacité de direction de l'agence, ce qui avait conduit aux difficultés de gouvernance que l'agence avait pu connaître il y a quelques années. Donc c'est sans doute un point de vigilance sur lequel il faudra toute votre expertise juridique pour l'examiner. Et puis, il y a sans doute aussi quelques points qui pourraient être complétés. Je mentionnais tout à l'heure le fait que nous allons renforcer le nombre d'experts techniques internationaux. Il faut sans doute songer aussi à renforcer leur statut, reconnaître leur mission de service public à l'étranger. Donc ça aussi, c'est sans doute quelque chose qui peut passer par la loi. Et puis, je pense qu'il faut aussi conserver toute l'agilité d'Expertise France dans le cadre de ce projet de loi. À titre anecdotique, le fait d'avoir mis 15 jours pour que les décisions prises par le conseil d'administration deviennent exécutoires, alors qu'aujourd'hui ce délai n'est que de 48 heures, et que par ailleurs, comme Madame la députée Bérangère Poletti le sait, nous sommes souvent amenés à signer assez rapidement des contrats peu de temps après leur adoption par le conseil d'administration. Je pense qu'il est aussi utile de conserver cette rapidité d'exécution pour faire en sorte de conserver les spécificités d'Expertise France. Donc voilà en quelques mots, mesdames et messieurs les députés, le panorama de la manière dont on voit le projet de loi côté Expertise France. Évidemment, nous serons au rendez-vous des enjeux listés dans le projet de loi. Je pense qu'il est absolument vital de remettre l'humain sur le terrain et dans les territoires, et de renforcer notre politique d'influence. 2021 sera une année clé là-dessus. C'est un message que nous allons aussi faire passer lors des rencontres internationales de la coopération, l'événement institutionnel que nous organisons le 9 février prochain, pour faire en sorte
que cette politique de développement qui connaît un renforcement de ses moyens considérables joue pleinement son rôle. Voilà, je vous remercie et je suis évidemment à votre entière disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup, cher Jérémy, merci beaucoup du panorama global et des précisions très importantes. Alors, on va peut-être faire un petit tour de questions. Je vois aussi que Jacques Maire est connecté, donc qu'il n'hésite pas. Je me permettrai de poser les premières. Ensuite Bérangère, et ensuite Jacques Maire, si tu as des questions, à les poser aussi. Alors, merci. Alors, sur la question c'est vrai que le DG n'est pas mentionné. Alors, si vous pouvez être un peu plus précis, est-ce que vous souhaiteriez que le mode de nomination du DG soit explicitement mentionné dans la loi et je suis tout à fait sensible à ce que vous évoquez pour éviter une bicéphalie. Alors, elle est normale. L'AFD, c'est pareil. Dans plein d'institutions, d'établissements publics, elle est là, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que cette bicéphalie soit, comment dire, déséquilibrée et que ça amène à ce que le DG n'ait pas forcément les moyens de mettre en œuvre la stratégie et que le président du conseil d'administration, qui n'a pas forcément lui-même les prérogatives, s'attribue un certain nombre de choses qui ne sont pas de son ressort. Donc, on veut bien des précisions sur comment vous voyez la place du DG là-dedans. Après, j'avais des questions sur la question dans la loi. Il est inscrit, l'AFD est autorisé à détenir tout ou partie du capital de la SAS. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément ce que ça veut dire si jamais l'AFD avait tout et pas qu'une de la SAS, qu'est-ce que ça change en termes de rapport de pouvoir? Est-ce que ça veut dire que du coup l'État et les administrateurs de l'État, en fait, du coup, étant donné que c'est l'AFD qui détient tout le capital et le seul maître à bord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la différence entre tout ou partie? Est-ce que ça change quelque chose dans cet équilibre? Deuxième question, peut-être, c'est sur du coup, comment vous allez c'était des questions qui étaient on avait déjà l'occasion de les aborder la dernière fois, mais comment vous pouvez assurer que l'intégration d'Expertise France, qui dans un opérateur qui a un champ strictement limité à l'aide publique au développement, donc un certain nombre de champs très définis par le cadre, vous ne vous restreignez pas non plus, et que vous ne soyez pas le coproducteur ou le co-opérateur de l'AFD sur l'ensemble de Bruges, mais que vous gardez cette autonomie stratégique, cette capacité à faire dans le militaire, dans le civilo-militaire, enfin des sujets sur lesquels l'Assemblée nationale et le Sénat sont très attachés et qu'il faut, si ce n'est maintenir à leur même niveau, en tout cas renforcer ou augmenter. On l'a vu d'ailleurs avec des demandes dans un certain nombre de pays africains comme en Éthiopie. Donc voilà, comment vous pouvez nous assurer que tout ça, ça sera garanti? Et j'aurais une dernière question parce que je ne veux pas prendre trop de temps par rapport à mes collègues. C'était en effet sur de manière générale le dialogue social, c'est-à-dire que comment vous allez dans l'intégration. Vous avez parlé d'un statut pour les agents d'Expertise France. On sait qu'il y a en tout cas des inquiétudes. C'est vrai que tout rapprochement entraîne des questionnements. Donc voilà, comment se passe le dialogue social et comment l'ajustement, l'alignement, l'intégration, la fusion, peu importe le nom, se passe en termes tout simplement de statut, de grille salariale, etc. Pour nous éclairer. Merci beaucoup. Donc, 4 questions très précises. Bérangère? Oui, merci beaucoup Hervé. Bonjour à Jérémy Pelé, bienvenue. Même si tout cela n'est que virtuel, ça fait néanmoins plaisir de se retrouver. Alors, une petite information pour toi Hervé, qui va probablement t'étonner, toi le grand démocrate que je connais. Je ne suis plus au conseil d'administration de l'AFD. Ah oui, attends, Dominique Potier m'a appelé. Mais oui, oui. Voilà. Donc, et si tu veux, on a quand même fait un retour au président de l'Assemblée nationale parce que les groupes politiques n'ont pas été consultés et ce sont 2 membres de la majorité qui siègent au nom de l'Assemblée nationale, qui siègent au conseil d'administration de l'AFD. Ce que pour ma part, je trouve
un peu choquant. Avant, on était 3, donc si tu veux, c'était 2 et 1. Le suppléant jouait son rôle. À présent, contrairement au Sénat, si tu veux, qui a quand même équilibré sa représentation politique, du coup, nous, à l'Assemblée nationale, on est quand même, on n'est plus représentés. Donc, voilà. Donc, je voulais quand même te le dire et puis te prévenir que je vais quand même en parler au moment du texte, parce que alors qu'on parle de transparence, d'évaluation des politiques publiques, je trouve que parallèlement à avoir à subir ça, bon, voilà. En plus, la manière dont je l'ai appris, j'ai trouvé ça quand même assez cavalier, puisque c'est Rémi Rioux, en me présentant ses voeux, qui me dit « J'ai été étonnée de vous voir disparaître du conseil d'administration ». Donc, j'ai quand même trouvé ça un petit peu moyen. Il me semble qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un dysfonctionnement, si tu veux, où on aurait dû m'avertir. Mais bon, ça, c'est une petite salade entre nous. Tu as tout à fait raison, et ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est que c'est une loi qu'on a votée, en fait, et qui fait le truc. Toi comme moi, on n'a pas vu le machin passer, parce que c'est pour améliorer la représentation des parlementaires dans les organismes, et du coup, on a retiré tous les suppléants. Ouais. Mais il faut regarder, Bérangère, on en reparlera, mais il faut regarder si on ne peut pas, pour l'AFD ou pour d'autres, le rétablir, en fait. Mettre 3 membres, si tu veux. Voilà. Mettre un nombre impair, ça permet d'avoir une représentation de la majorité de l'opposition, mais qu'au moins l'opposition siège, quoi. C'est pas possible comme ça, c'est pas possible. Tout à fait. Et c'est pas un secret de polichinelle, mais j'ai demandé un peu aux administrateurs qu'on regarde un amendement en ce sens et qu'on pourra le travailler, parce que ça n'a pas de sens, en effet, d'écarter les oppositions d'une institution qui doit rendre des comptes, bien évidemment, et qu'on n'a rien à cacher. Donc, Voilà. Et puis, en plus, si tu veux, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si on veut que nos concitoyens comprennent bien les politiques publiques d'aide au développement, l'augmentation budgétaire qu'on veut réaliser, l'amélioration de la représentation de la France sur ces territoires, on ne peut pas en même temps gommer une partie de leurs représentants. Ce n'est pas possible, ça. Je trouve que ça va à contre-courant des objectifs du projet de loi. Voilà. Tout à fait. Et utilisons nos armes de parlementaires pour rétablir tout ça. Moi, je te soutiendrai. Je suis d'accord. Voilà. Ensuite, les questions que tu as posées, je les rejoins complètement, parce que j'avais évidemment noté dans les propos de Jérémy Pellet un certain nombre de choses qui nous interpellaient, notamment sur l'expertise technique, le statut, le nombre, de quelle manière est-ce qu'il faut qu'on introduise là des amendements aussi pour permettre d'améliorer ça. Il y avait aussi une question que je souhaitais… Alors, attendez, parce que du coup, je ne retrouve plus ma question. Sur… renforcer le nombre et le statut des ETI, l'agilité d'experts. Alors, oui, effectivement, oui, c'est ça. Donc, le projet de loi prévoit 15 jours pour les délais, pour en fait, la mise en œuvre des choses qui ont été votées par le conseil d'administration, alors qu'actuellement, c'est 48 heures. Donc, ma question, c'est… Est-ce que c'est une vision purement bureaucratique où on a mis 15 jours, ou est-ce que ces 15 jours-là trouvent une justification particulière, et de quelle manière on peut modifier ce nouveau délai qui effectivement n'est pas forcément de bonne loi pour des exécutions rapides et une certaine agilité de ce que peut faire Expertise France. J'avais une question sur la mobilisation des ressources intérieures, parce que c'est effectivement une vraie question. On voit bien, peut-être que notre collègue maire en parlera, mais notamment au Sahel, moi quand j'avais fait un déplacement au Niger, je me souviens qu'on nous avait expliqué qu'il y avait un certain nombre de projets qu'on ne pouvait pas faire avancer parce qu'il n'y a pas l'expertise locale pour lancer les appels d'offres, lancer les marchés, trouver les entreprises. Et donc du coup, ça donne, je trouve, à Expertise France une importance de premier ordre, parce qu'il faut effectivement que les pays puissent avoir cette expertise pour pouvoir fluidifier finalement les courants financiers. Donc, comment on peut améliorer cette question des ressources, de mobilisation des ressources, enfin, d'amélioration des ressources intérieures des pays. Et puis, j'avais une question par rapport à une chose qui nous a été dite par le CESE ce matin, qui était intéressante, qui est dans le projet de loi et qui est dans leurs questions à eux.
par rapport à des choses que vous avez évoquées d'ailleurs sur la parité, sur la problématique des territoires prioritaires. Alors, donc, comment vous pensez-vous parce qu'ils ont dit qu'on devrait, par exemple, sur les problématiques de genre, on devrait en fait mettre un objectif chiffré de 85% d'impact significatif sur le genre. Et ils ont parlé également de 0,15%. Alors ça, c'était pour les 0,15%. Aide-moi, Hervé, je ne sais pas si tu te souviens. Ils avaient, je ne sais plus sur quelle partie c'était 0,15%. C'est pour les PMA, les pays les moins avancés. C'est-à-dire de désigner les pays prioritaires et puis de dire que obligatoirement sur la partie budgétaire, il y a 0,15% du PNB qui est réservé à ces parties prioritaires. C'est-à-dire que ça ne reste pas qu'un discours en disant nous, on a tel pays prioritaire, on veut faire une politique plus significative pour les pays prioritaires, mais donner un objectif chiffré. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ça, de mettre dans la loi des objectifs plus chiffrés, un cadrage plus important. Donc voilà, c'était mes deux ou trois questions. Merci beaucoup, Bérangère. Excellente question et bien noté la question de la représentation. Mais d'ailleurs, du coup, au CA d'Expertise France, c'est pareil? Non, sauf erreur, on n'a pas eu de changement dans nos députés et sénateurs à notre conseil d'administration. Il y avait des membres de l'opposition? Non, la politique est membre de notre conseil d'administration. Est-ce que j'y suis comme suppléante ou comme titulaire? Je ne sais plus. Avec Frédéric Petit, ça je suis sûre. Et Jacques Maire. Et Jacques, il me semble. Alors, on va donner la parole à Jacques, du coup. Merci. Mais oui, donc tu vois, Bérangère, il faut qu'on travaille ça. Ok, merci. Bonjour à tous les deux et à tous les collaborateurs et les collègues. Bonjour aussi à Jérémy. Pour moi, je comprends, il y a plein de questions qui ne sont pas forcément super claires à travers la lecture du texte, donc je m'excuse un peu du caractère peu construit de mes questions, mais la première, c'est sur le statut des personnels. Qu'est-ce que donne cette transformation du statut d'établissement du point de vue du statut du personnel, et y compris à la fois du point de vue de ses garanties, mais aussi du point de vue de son coût? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs à cette occasion dans le nivellement des statuts ou pas des personnels entre l'AFD et Expertise France? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait évoluer? Qu'est-ce que ça change? On a toujours un petit peu d'attention par rapport à ça. Qu'est-ce que ça change aussi du point de vue de la flexibilité? Sachant que vous le savez très bien, chers amis, les expertises, c'est aussi des contrats souvent sur la base d'un contrat de mission. Enfin, ce n'est pas forcément facile de pérenniser dans une carrière des personnels sur ce type d'activité. Donc là, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Deuxième type de question, quelque chose qui me gêne un petit peu. Quand on voit la présentation de l'État, on voit deux quais, deux Bercy. Bon, le champ d'activité quand même d'Expertise France va au-delà des activités quai et Bercy. En fait. Donc je pense par exemple que d'autres ministères régaliens peut-être, du style défense, quand on voit ce que vous faites, du style affaires sociales, voilà, d'autres secteurs, j'ai pas tout en tête, peut-être du secteur de la justice. Il n'y a plus beaucoup d'outils aujourd'hui, finalement, pour permettre de faire porter dans la partie commande publique les priorités du gouvernement et des administrations dans la stratégie d'Expertise France. Or, ça, c'est quand même un enjeu assez important, y compris de la capacité d'Expertise France à générer et à maintenir un intérêt pour la commande publique. Voilà. Si c'est juste une commande publique qui est… Voilà. Donc ça, pour moi, ça c'est un point que je vois plutôt un affaiblissement. Un troisième point sur lequel je suis un peu interrogatif, l'affichage concernant le fait qu'on ne se limite pas au développement, mais qu'on adresse aussi la diplomatie économique et bien d'autres sujets, est présente. Et là, mon intuition, mais ce n'est qu'une intuition, c'est que l'orientation très développement de l'AFD
a probablement eu comme conséquence de concentrer plus qu'auparavant les experts techniques sur le développement et moins sur l'accompagnement et l'innovation. Alors, je sais bien qu'il y a eu des types du style French Tech qui ont pris le relais ici ou là, mais malgré tout, c'est quand même l'outil unique. Cet outil unique, il est là aussi pour nous positionner par rapport à des zones de coopération technique, technologique, scientifique et autres qui sont très, très diversifiées. Et là, il y a un enjeu qui est quand même assez distinct de celui classique de ce qu'on peut trouver dans les pays qui sont nos principaux partenaires de solidarité. Voilà à peu près les 3 questions. Sur la gouvernance, moi, je suis scandalisé de voir que Bérangère sort sans autre forme de procès. Enfin, scandalisé, voilà, je réserve ce mot à son attention. Elle en fera l'usage qu'elle souhaitera, tu pourras t'y référer. Moi, je trouve qu'il y a quand même un sujet politique sur lequel vous devriez être conscients, les amis, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens pour vous défendre. Et que si vous voulez que des gens vous défendent, il faut que les gens vous connaissent. Et si vous voulez que les gens vous connaissent, il faut créer une intimité. Voilà. Et ça se fait pas uniquement à travers une audition, à travers la commission, ça se fait quand même là-dedans. Et comme on sait à quel point, effectivement, les logiques, je dirais, non pas de politique publique, mais prudentielle et autres, pèsent sur les établissements, je pense que ça, c'est un enjeu qui dépasse uniquement le sujet parlementaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Et je rejoins sur... je rejoins, et Dominique Potier, d'ailleurs, aussi a été éjecté sans aucune aussi considération. Donc, je te rejoins tout à fait, Jacques, sur ce que tu dis et sur la nécessité aussi de faire savoir, de faire connaître cette politique et du coup de ne pas exclure, mais plutôt intégrer le maximum de personnes, que ce soit de la majorité de l'opposition, pour mieux comprendre, mieux l'appréhender et pas forcément la soutenir aveuglément, mais en tout cas avoir les ressorts, les éléments et les informations au bon niveau pour s'en faire une idée, la critiquer et en tout cas, toutes les causes, au moins l'améliorer et qu'elle soit plus efficace. Tout à fait d'accord. Monsieur le directeur général, pour de questions précises, réponses précises. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions extrêmement précises qui démontrent en tout cas que vous connaissez bien cette institution et ses sujets. Et on ne peut que s'en féliciter. Alors, pour les prendre peut-être dans l'ordre, sur les sujets de gouvernance, d'Expertise France, pour être plus précis, je pense que à mon avis, le bon équilibre, mais ce sera à discuter avec l'État, avec vous et puis avec vos collègues sénateurs, c'est sans doute de faire en sorte que la loi reconnaisse, comme c'est le cas aujourd'hui, un directeur général avoir un rôle exécutoire et un président du conseil d'administration qui anime les débats du conseil d'administration, comme c'est le cas effectivement à l'AFD, comme c'est le cas aujourd'hui chez Expertise France, sur une répartition des rôles qui a trouvé aujourd'hui son équilibre et qui, à mon avis, mériterait d'être conservé, mais ça n'est que mon avis. Je pense que le fait que l'AFD détienne 100% du capital de la filiale ne changera pas la manière dont la filiale sera administrée et gouvernée. C'est-à-dire que l'équilibre de la loi, il prévoit que même avec un capital 100% détenu par l'AFD, l'AFD aura une position minoritaire au sein du conseil d'administration d'Expertise France demain. Ça n'est pas une spécificité d'Expertise France, il y a d'autres institutions pour lesquelles la situation est similaire. On peut penser à certaines filiales de BPI France, par exemple, dans lesquelles l'État a un rôle très important sur les garanties assurance export, par exemple. Le schéma est d'ailleurs un peu très similaire à celui d'Expertise France demain, au sein du groupe AFD. Je
je pense que ce qui est important, et on aura du coup un conseil d'administration qui sera vraiment centré sur les sujets de la gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire ses comptes sont les sujets qui relèvent de sa gestion, et moins sur ces aspects stratégiques, et j'y reviendrai parce que ça rejoint la question très pertinente de Jacques Maire, de comment on gère le fait qu'on ait au conseil d'administration des représentants des tutelles, c'est-à-dire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l'économie et des finances, et pas les autres ministères. Comment est-ce qu'on conserve ce lien? Pour moi, ce sera pas, le conseil d'administration ne sera certainement pas le lieu où où la stratégie fine de l'agence sera faite, notamment sectorielle. On a d'ores et déjà mis en place d'autres instances pour assurer ce dialogue avec les ministères qui seront extrêmement importantes. D'ailleurs, je fais une parenthèse, nous avons aujourd'hui au conseil d'administration d'Expertise France un nombre plus important de ministères. On ne les a pas tous. Le ministère de la Défense n'est pas représenté, par exemple. Nous avons un certain nombre qui sont observateurs, donc qui n'ont pas de droit de vote aujourd'hui au conseil d'administration d'Expertise France. Et de manière générale, on sent une frustration peut-être de la part de ces administrateurs ou observateurs à avoir un conseil d'administration qui ne discute pas des stratégies sectorielles, qui est là où évidemment ils ont un intérêt propre. Ce qui fait qu'on a déployé depuis la fin de l'année dernière ce qu'on a appelé des comités opérationnels, sectoriels. Le premier s'est tenu avec Bercy, nous en aurons avec le ministère de la Justice le 3 février, ensuite sur les questions de sécurité défense, d'environnement, etc., qui sont le lieu où en fait on discute réellement de la stratégie et de la mobilisation de l'expertise avec les ministères, avec les administrations concernées. Et on rentre dans les sujets, on a véritablement des décisions impactantes pour l'agence, et donc c'est ce dispositif-là que l'on a mis en place et qui nous permet d'élargir d'ailleurs sans alourdir le conseil d'administration, parce que comme vous le savez, un conseil d'administration ne peut pas non plus avoir 25 membres pour garder une certaine efficacité. Il s'agira bien sûr de faire en sorte, et puis bon, évidemment sur les sujets de représentation parlementaire, nous ne sommes que informés de la part des assemblées des nominations, donc évidemment on dépend des décisions qui sont prises. Un point très important sur lequel vous m'avez interrogé, monsieur le député, c'est le fait de faire en sorte que l'intégration d'Expertise France ne restreigne pas son rôle, c'est vrai, sur des champs qui sont multiples. D'abord, le fait qu'Expertise France ne soit pas limité au champ des pays du CAD, des pays en développement. On a une action dans les pays développés, même au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, pour vous rassurer sur ce point, nous avons pris la décision avec Bercy, à la demande de Bercy d'ailleurs, de renforcer encore notre accréditation auprès de la direction générale de la Commission européenne qui gère les programmes de réforme au sein de l'Union européenne. Donc on va renforcer notre action même au sein de l'Union européenne. Évidemment, sur les questions de sécurité, d'état de droit, absolument essentiel dans un certain nombre de pays et sur lesquels on restera un acteur très important pour la France et aussi pour l'Union européenne, bien évidemment, notamment dans le cadre de la mise en place de la facilité européenne de paix. Nous aurons aussi à cœur, dans le cadre de la mise en œuvre du renforcement des experts techniques internationaux, en fonction des priorités qui seront définies par le ministère de l'Affaires étrangères, parce que c'est lui qui va évidemment faire la priorisation des postes créés. Dans les discussions que nous avons sur ce sujet-là, on voit bien que l'objectif du MEAE, c'est aussi de faire en sorte que nous ayons des experts techniques internationaux aussi sur les sujets d'influence politique, économique, dans des zones prioritaires importantes comme l'Indo-Pacifique, par exemple, ou
sur des sujets qui relèvent de l'influence et de la diplomatie. Et donc, c'est un souhait de l'État aussi de faire en sorte que notre champ ne se réduise pas dans le cadre de l'intégration à l'AFD. Par ailleurs, je rappelle que même si on renforce assez considérablement notre activité avec l'AFD, demain, aujourd'hui et même demain, l'AFD restera un partenaire minoritaire dans le financement de nos projets, puisque un tiers à peu près de notre activité sera fait avec l'AFD, mais 2/3 seront faits avec d'autres bailleurs, l'Union européenne bien sûr, mais aussi les Nations Unies, d'autres bailleurs internationaux. Donc, et on souhaite évidemment conserver cette capacité d'action, c'est extrêmement important. Vous m'avez interrogé sur le dialogue social au sein de la maison et les sujets d'intégration à l'AFD. Le cadre qui est proposé, qui est en discussion avec les partenaires sociaux aujourd'hui, c'est celui d'un statut commun qui sera commun au personnel, à l'ensemble du personnel du groupe, AFD, Proparco, Expertise France. Statut commun qui définira un certain nombre de principes, qui sont des principes généraux applicables à l'ensemble des salariés du groupe, et qui ensuite seront déclinés en fonction des spécificités des agences, puisque Expertise France et l'AFD ne font pas le même métier, et même au-delà de ça d'ailleurs, ils ne sont pas partis aux mêmes conventions sociales. L'AFD, c'est une banque qui applique la convention collective des banques. Nous sommes une société de services, on applique la convention collective du Syntec. Les deux n'ont pas strictement les mêmes termes, donc on sera évidemment on tiendra compte des conventions collectives qui continueront à s'appliquer même demain au sein du groupe. C'est pas rare. Bon nombre de groupes français très diversifiés ont des filiales avec des activités très différentes et des statuts très différents. Quelque part, nous serons plus homogènes puisqu'on aura un chapeau commun en termes de statut social à l'ensemble du groupe. Et c'est ce sujet-là que nous sommes en train de discuter avec les partenaires sociaux. Donc, c'est évidemment un aspect qui va renforcer le sentiment d'appartenance au groupe, la mobilité aussi. Et puis, pour répondre à Jacques Maire, sur les plus et les moins pour le personnel d'Expertise France de cette intégration, évidemment, l'intégration de groupe AFD, elle apporte un plus très fort en termes de perspectives de carrière et de mobilité, puisque du coup, il est possible plus facilement d'évoluer au sein du groupe en changeant de métier, mais en restant dans le champ du développement. Et c'est un élément de fidélisation sur des équipes qui, effectivement, ont tendance à être assez mobiles au bout de quelques années. Donc, c'est important de pouvoir leur offrir des perspectives au sein du groupe à moyen terme. C'est ce qu'on va évidemment faire. Sur les questions de Bérengère Politi, sur le fait évidemment d'amender ou pas le texte de loi, ça je m'en remets à votre sagesse, comme on dit au Parlement, et à ce que monsieur le rapporteur pourra proposer, sans doute aussi en lien avec le Sénat sur ces sujets-là. Sur le délai de l'exécutoire de 15 jours, je pense que en fait, cela vient de la disposition qui s'applique dans le cadre de l'AFD. Parce que je crois que dans l'AFD, c'est 15 jours, là où nous, c'est effectivement 48 heures, mais je pense que on ne cherchera pas forcément l'alignement à l'AFD sur ce point-là, puisque, comme vous l'avez indiqué, nous sommes une agence de mise en œuvre de projet qui a besoin d'être plus réactive, et donc c'est sans doute utile qu'on ait un peu plus de flexibilité sur ce point. Sur l'objectif en termes d'impact genre, alors nous avons un objectif dans notre contrat d'objectifs et de moyens déjà, de faire en sorte que
que à l'horizon du COM, la moitié de nos projets soient catégorisés avec un impact genre au sens de la catégorisation OCDE. C'est évidemment très important. Ça n'est pas toujours possible, non pas qu'on ne souhaite pas favoriser l'égalité femmes-hommes, au contraire, hein, mais nous avons parfois des programmes de livraison de biens matériels, services sur lesquels l'aspect genre n'est pas évident à catégoriser au sens de l'OCDE. Donc ça peut limiter un peu le champ, même si après, sur l'ensemble de nos projets sociaux, gouvernance et autres, l'aspect genre est évidemment très présent. Et d'ailleurs, pour le compte de l'ensemble des opérateurs de l'État, Expertise France est en train de préparer une formation à distance, ce qu'on appelle un MOOC, sur les questions de la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans les projets de développement, et qu'on devrait présenter dans quelques semaines au sein de l'État. Donc, évidemment, on est très impliqué sur ces questions-là. Et puis sur la question de l'objectif, un objectif genre dans la loi, ça je pense qu'il faut sans doute en discuter avec l'État qui a élaboré une stratégie égalité femmes-hommes, dont les représentants seront mieux placés que moi pour avoir une vision globale sur ce sujet. La mobilisation des ressources internes est évidemment un sujet capital. La France a pris ce sujet à bras-le-corps, puisque le ministère de l'économie et des finances a décidé de consacrer une enveloppe de financement à des actions d'assistance technique sur ce volet-là. 60 millions d'euros, dont 30 millions d'euros pour l'AFD et pour Expertise France. Et nous sommes bien avancés de notre côté sur la mise en place d'activités qui mobilisent derrière beaucoup les administrations françaises, la DGFiP, les douanes, etc., avec parfois des difficultés aussi, hein, il faut le souligner, à attirer de l'expertise publique dans des pays difficiles. Et puis la situation sécuritaire fait que c'est encore plus difficile aujourd'hui. Et là, je pense que dans le cadre du projet de loi, ce sera aussi important qu'il y ait une remobilisation sur la mobilisation de l'expertise publique, notamment sur les priorités françaises dans les pays fragiles, parce que en pratique, ça n'est pas si évident que ça de trouver des volontaires, même pour du court terme, sur des pays en particulier d'Afrique subsaharienne. C'est évidemment un sujet de vigilance, mais cela étant, nous avons un certain nombre de programmes qui se déploient sur le golfe de Guinée et l'Afrique subsaharienne sur ces sujets de mobilisation des ressources domestiques. Et j'ai répondu aux questions de Jacques Maire sur les autres ministères, et bien sûr, encore une fois, nous souhaitons conserver, au-delà de l'action de coopération internationale, la dimension influence qu'a l'expertise française. Et évidemment, il faut que cette dimension soit reflétée et bien prise en compte, et que cette influence, elle puisse s'exercer aussi au bénéfice de l'ensemble de l'équipe France. Ça, c'est vraiment très utile, et qu'elle ait un retour aussi pour la France. Je pense que c'est, de manière générale, ce sujet de retour pour la France et de partenariat qui doit jouer dans les deux sens, puis c'est un élément qui apparaît bien sûr dans le cadre du projet de loi et qui doit continuer à être mis en avant. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Et alors, c'était très clair sur toutes les questions et précis. Alors, s'il y a d'autres collègues qui viennent de se connecter et qui ont d'autres questions, mais je ne vois pas de main se lever. Je ne sais pas si Bérangère ou Jacques, vous avez des ajouts, des compléments à ce qui a été dit. Moi, j'avais peut-être une autre question, si je peux me permettre. Jacques? Oui, j'ai bien écouté ce qu'a dit Jérémy.
le souci, moi, le vrai souci politique que je trouve, je dirais, difficile à traiter peut-être dans le cadre du projet de loi, mais qui est quand même consubstantiel à la mission, à la raison d'être d'Expertise France, c'est quand même comment dire, c'est la part relative, et c'est en fait la complémentarité de deux fonctions. La fonction effet de levier, rayonnement, d'un côté, et la première fonction qui est la fonction en gros, outil opérationnel des stratégies de l'État, qui ne relèvent pas du tout des mêmes logiques de financement. Voilà. Et c'est vrai qu'on a vu, Jérémy, on a vu quand même progressivement disparaître cette deuxième fonction pour des contraintes budgétaires, pour la nécessité d'assurer la survie de l'établissement, pour tout ce qu'on veut, quoi. Donc là-dessus, je sais bien qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis un an, hein, donc j'en suis totalement conscient. Mais moi, j'aimerais bien qu'on trouve une façon quand même. Et aujourd'hui, dans la mission et dans la... Je dirais presque... C'est presque une entreprise à mission, Expertise France, au sens pacte, quoi. Et dans la mission, quelque part, moi, j'aimerais bien que ces deux éléments fondamentaux soient bien inscrits, c'est-à-dire l'aspect rayonnement et l'aspect mise en œuvre des stratégies de l'État à l'étranger, quoi. Et quand je dis ça, c'est-à-dire, ce n'est pas uniquement la philosophie du Quai d'Orsay, mais c'est aussi les besoins. Je prends l'exemple sanitaire. Hein, la coopération sanitaire à travers ce qu'on vient de vivre doit naturellement engendrer à un moment donné une stratégie de coopération sur ces domaines des grandes pandémies, qui ne soient pas uniquement de la solidarité sur la polio ou la malaria, mais sur aussi nos impératifs sanitaires stratégiques. Voilà, donc c'est une question, c'est une remarque, mais voilà, donc est-ce qu'on y va brut de décoffrage en disant on rajoute un article ou un dispositif là-dedans pour dire ce qu'on estime être les deux éléments de l'équilibre à trouver? C'est une idée comme ça, hein. Est-ce que ça peut être déjà présent d'une manière ou d'une autre dans l'institution, et comment est-ce qu'on peut le valoriser? Alors, peut-être pour répondre directement, d'abord, merci beaucoup, Jacques Kemer, de cette question. Tout à fait d'accord. Expertise France est une entreprise à mission, et d'ailleurs, le projet de loi qui vous est soumis à l'examen précise les missions de service public d'Expertise France. Donc, je pense que c'est l'occasion de le rappeler, et je suis tout à fait d'accord pour dire que les deux fonctions sont bien présentes au sein de l'agence, et qu'elles sont totalement complémentaires. Moi, j'y ai toujours cru. D'autres fonctions, je m'étais d'ailleurs opposé à ce que la première prenne le pas sur la seconde, donc je suis prêché un convaincu. Il y a sans doute une manière de le traduire dans le projet de loi sans forcément l'alourdir de manière importante. Mais à l'article 7, oui, je vois bien. Oui, moi, je vois deux parties. La première, c'est le cadre stratégique dans la partie moyen, dans le cadre de partenariat global, dans la partie moyen canaux, où à vrai dire, Expertise France est mentionné, mais de manière assez allusive, ce qui peut-être ne fait pas forcément, ne tire pas forcément tout le bénéfice du travail en termes d'effet de levier conduit par l'agence depuis quelques années, qui est quand même assez majeur, qui est au bénéfice global de la France. Et puis sur le sujet outils opérationnels de l'État, je pense que la mission de mobiliser de la commande publique pour le compte de l'État et, comme je le disais tout à l'heure, la mission de service public des ETI gérés par Expertise France pourrait, à mon sens, être reconnue dans la loi. Ça serait très utile, hein, de manière générale, pour Expertise France, notamment à l'étranger, quand il s'agira de présenter l'agence, puisque plus la loi vient renforcer les missions de service public, et plus derrière il nous sera facile d'avoir un
statut solide, pérenne d'agence de coopération. Je pense qu'il y a sans doute matière à travailler sur ce plan-là, bien évidemment. Parfait. Bon, maintenant, mais c'est très clair. Je pense que là, il y a matière à quelques amendements, quelques améliorations, quelques précisions pour garder les deux piliers pour mentionner très clairement inscrits dans la loi, les deux piliers que mentionnait Jacques Maire et qui nous est aussi auxquels nous sommes sensibles. Peut-être moi j'avais une dernière question, mais qui est reliée à l'autre. Il ne s'agit pas de refaire le match. On peut suivre plus ou moins de près ou de loin les différents arguments pourquoi tel statut ou l'autre. Est-ce que vous pouvez peut-être, parce que comme ça permettra que tout le monde en ait la même connaissance, pourquoi cette forme juridique de la SAS a été privilégiée à un EPIC d'EPIC, et si, selon vous, sans revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment sur le relation avec l'État, mais qu'est-ce que l'EPIC aurait empêché de faire ce que vous pensez pouvoir faire avec une SAS? D'abord, c'est un choix de l'État, oui. Avant tout. Dans les débats qui avaient eu lieu à cette époque, ce qui avait été surtout, je pense, décisif, c'est à vrai dire le caractère complexe sur le plan juridique du groupe d'EPIC. Rappelé d'ailleurs assez récemment par le Conseil d'État, qui rappelle que l'absence de capital d'un établissement public fait normalement obstacle à sa filialisation par un autre établissement public. C'est d'ailleurs pour cela que aujourd'hui toutes les filiales d'établissements publics sont toujours des sociétés, que ce soit la Caisse des dépôts, BPI France, l'AFD, la SNCF, puisque le groupe d'EPIC a finalement été dissous parce qu'il était en pratique assez peu gérable. Et donc, à vrai dire, la souplesse des statuts de la SAS fait que c'est plus facile, et notamment sur le plan juridique, à mettre en place. Et ça ne change rien sur le fond, puisque, et ça avait fait l'objet d'analyses juridiques assez poussées, que ce soit en matière d'activité, on est déjà un établissement public industriel et commercial aujourd'hui, que ce soit en matière de nature de service public des activités, puisqu'une société à capitaux publics peut évidemment avoir des missions de service public retenues, précisées par la loi, il y en a plein. Et quelque part son modèle économique, puisqu'aujourd'hui on a un modèle économique qui ne changera pas, celui d'être à l'équilibre, et qui ne changera pas demain dans le cadre de son changement de statut social. Donc je pense que moi j'aime beaucoup les termes de Jacques Maire. Je pense que le côté société à mission, c'est exactement ce que nous sommes. C'est exactement ce que nous sommes, et je pense que c'est tout l'enjeu de la loi, c'est de renforcer ces missions et de faire en sorte, comme nos homologues d'ailleurs, la GIZ c'est une société anonyme, Inabel en Belgique c'est une société anonyme, donc en soi c'est pas du tout incompatible avec le fait de mettre en place des missions de coopération technique internationale. Et la SAS, pour être bien clair, ne permet pas d'avoir qu'il y a une société privée qui rentre au capital d'Expertise France, ou ça donne l'opportunité de le faire? Non, parce que la loi précise que le capital d'Expertise France, il sera entièrement public. Alors, c'est vrai que l'article 8, il faudrait que je prenne. Oui, c'est vrai que ça doit être. L'article 8 ne dit pas. Il dit que le capital est au départ détenu 100% par l'État. Il ne précise pas ce que c'est qu'après. Je pense que honnêtement, il ne viendrait à l'idée de personne de chercher à faire en sorte que d'autres investisseurs entrent à notre capital. En tout cas, à titre personnel, j'y serais évidemment assez peu favorable. On est un opérateur de l'État.
public. Donc, je pense que, et peut-être même d'ailleurs que la loi peut préciser, il est important qu'on reste une société publique. Ça, il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres questions. Oui, juste un minuscule petit point, parce que Jérémy a cité un endroit pour évoquer le sujet sur les 2 missions, qui était effectivement dans le dispositif CPG. de l'article 7. Et vous en aviez cité un autre endroit, Jérémy, mais je n'ai pas. CPG. Je pense que c'est cadre de partenariat global et l'article 7, c'est ça? Oui, le cadre de partenariat global, dans sa partie Moyens, outils. moyens, canaux, Canaux, ouais. c'est là où sont mentionnés les opérateurs. Je pense que dans cette partie-là, peut-être que le paragraphe est à vrai dire assez succinct. Il y a moyen non, mais je confirme effectivement une fois de plus que Hervé est plus jeune et plus vif que moi. Voilà. C'est bien. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, Jacques et Bérangère, enfin, nous, on va de notre côté, voilà, de toute façon, sur tout ça, mais je pense qu'il y a matière à améliorer, amender, repréciser un certain nombre de choses pour qu'on soit bien sûr d'avoir une expertise France qui ait cette puissance, enfin, qui bénéficie de la puissance d'être adossée d'être intégré au groupe AFD, mais tout au long de son autonomie stratégique et ce rayonnement, cette mission de service public que Jacques évoque, et avec cette capacité aussi, comme l'évoquait Bérangère, d'aller faire des missions qui ne sont pas forcément celles aussi de la mission APD, stricto sensu. Donc voilà, mais ça va être un bon moment aussi pour enfin passer à une étape supplémentaire. Et donc, merci du travail effectué et puis d'avoir pris de votre temps pour répondre à toutes ces questions. Je vous en prie, à votre disposition. Collègues, vous restez connectés. Je laisse rentrer les prochains qui sont Transparency International. Je vous laisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, bonjour. Attendez, 2 secondes. Bonjour. Comment? Bonjour.